Bonjour à tous, j'espère que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien aussi. Il paraît que vous êtes plus de 22 000 à nous regarder, donc ça ne nous met pas du tout la pression. Un petit peu quand même. Ouais, c'est vrai. Mais bon, nous sommes très contents de vous accueillir pour ce webinaire qui est un webinaire un peu spécial parce que vous en êtes les héros. Mais avant de vous expliquer tout ça, on va se présenter. Je suis Jérôme Blanchard, le rédacteur en chef de J'aime lire et de J'aime lire Max. Ce sont des magazines qui publient des romans pour les enfants et aussi des bandes dessinées comme Anatole Latuile, Ariol ou La Cantoche. Eh bien moi c'est Maxime et je suis romancier. Franchement, il est modeste, Maxime. C'est pas juste un romancier comme ça, c'est le romancier qui a remporté le prix des Incorruptibles 2024. Son roman d'ailleurs, Cellule 24, si vous avez l'occasion de le lire, c'est un petit bijou d'espionnage, d'action et d'enquête. Je vous le conseille. Je vais rougir, merci. En même temps, Maxime, il va falloir que tu t'habitues à ce qu'on parle de toi parce que ce webinaire va nous permettre d'entrer dans les méandres de ton cerveau. Alors dit comme ça fait un peu peur, mais c'est la pure vérité. Pendant la prochaine demi-heure, je vais vous dévoiler comment un écrivain invente des histoires. Vous vous rendez compte ? Vous allez avoir l'occasion de voir Maxime à l'œuvre, en direct, en train de créer une histoire. Oui, alors tu sais Jérôme, je suis pas tout à fait sûr d'y arriver. Là, je suis un peu fatigué. Peut-être que j'aurais pas dû lire toutes ces bandes dessinées jusqu'à 3 h du matin. Cette nuit, c'est trop. Faut pas que tu t'inquiètes, Maxime, tu vas avoir de l'aide. Les enfants qui nous regardent ont plein d'imagination, j'en suis sûr. Et les enfants, vous voyez, Maxime va avoir besoin de vous. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à certains moments de ce webinaire, Maxime, notre auteur, va avoir besoin d'aide. Vous allez pouvoir voter pour certains choix, pour l'aiguiller dans certains choix. Vous aurez alors une trentaine de secondes pour prendre une décision. Ça va aller très vite, mais grâce à ça, il pourra inventer son histoire. Avec votre aide, c'est sûr, on va y arriver. Après cette petite promenade dans la cervelle d'un écrivain, vous aurez droit à une petite surprise. Ah oui? C'est quoi? C'est une surprise justement, je peux rien dire. Ensuite, vous aurez un bon moment pour poser vos questions à Maxime. Donc il faut vraiment en profiter. C'est assez rare d'avoir un écrivain en live comme ça, en vrai, qui est prêt à vous répondre et tout, donc il ne faut pas hésiter. Certains de vos maîtres, maîtresses et professeurs ont déjà posé des questions avant le webinaire, mais il vous est tout à fait possible de continuer à les poser pendant tout le webinaire. Normalement, vous avez une petite, en bas à droite de votre écran, vous avez un petit espace questions-réponses où vous pouvez dire ce que vous voulez, quoi. Bon. Je crois qu'on a tout dit là. Ouais, je crois bien. Ça serait peut-être temps de s'y mettre, non? Bah ouais. Alors c'est parti. Bon alors Maxime, quelle histoire tu vas nous raconter? Eh bien, je n'en ai aucune idée pour l'instant. Parce qu'une idée d'histoire, ça ne vous sort pas comme ça, tout cuit du cerveau. Ça se construit, brique par brique. Il faut un thème, il faut des personnages, une intrigue, un décor. D'accord. Mais alors, Maxime, ce serait quoi ta première brique? Alors, tu sais, chaque auteur a sa propre méthode. Mais en ce qui me concerne, j'aime bien commencer par le genre. Le genre, tu veux dire une histoire masculin ou féminin? Non, le genre littéraire. Ça désigne le type d'histoire que tu vas vouloir raconter. Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est une histoire d'espion, par exemple? Ça permet de définir un type d'univers auquel le lecteur va croire. Ou plus précisément, c'est très important que le lecteur croit ou accepte de faire semblant de croire à ce qu'on va raconter. Mais moi, j'ai du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on peut croire à un univers lorsqu'on sait pertinemment que l'écrivain l'a inventé? C'est la magie des histoires. On appelle ça, attention en termes techniques, la suspension temporaire de la crédulité. La suspension temporaire de la crédulité. Alors dit comme ça fait un petit peu barbare. En fait, c'est simple, le lecteur va accepter que certaines choses soient considérées comme possibles dans l'univers du roman. Alors qu'il sait très bien que dans la vraie vie, ça n'est pas possible. Comme par exemple les animaux qui parlent dans Ariol? Par exemple. Mais attention, gare à l'auteur, parce que si l'auteur place dans son histoire des éléments qui sont incohérents avec son univers, là, le lecteur risque de ne plus du tout y croire. Tu aurais un exemple à nous donner? Oui. Prenons le genre de la science-fiction. Le lecteur ne s'étonnera pas de voir un vaisseau spatial s'envoler, traverser une galaxie entière en moins de temps qu'il n'en faut à un de nos élèves pour traverser la cour de récré. Par contre, s'il y croise un magicien à dos de dragon au large de Saturne, il aura plus de mal à accepter d'y croire. Inversement, si son vaisseau spatial atterrit en plein milieu de Poudlard, en plein milieu d'une partie de Quidditch, il n'y croit pas. Oui, ça va faire désordre. D'accord. Je crois que je commence à comprendre. Le genre, en fait, ça te permet d'établir des sortes de règles pour bâtir ton histoire. Exactement. Si je fais de la science-fiction, j'utilise les règles de la science-fiction. Si je fais du fantastique, j'utilise d'autres règles. Après, on peut aussi mélanger les genres. Mais attention, dans ces cas-là, le cocktail doit être très bien dosé.
Par exemple, Star Wars. Tout le monde connaît Star Wars. Star Wars, c'est de la science-fiction. Mais la force des Jedi, c'est une sorte de magie. Elle ajoute une touche de fantastique. Donc le mélange se fait bien. Mais si par malheur, un elfe, un hobbit ou un nain déboule à dos de dragon pendant l'attaque de l'étoile noire, tout s'écroule. D'accord. Bah, écoute, je sais que les lecteurs de J'aime lire et de J'aime lire Max apprécient particulièrement les énigmes policières. Est-ce que tu crois qu'on pourrait choisir comme genre littéraire enquête? J'adore ça, tu le sais bien. Donc va pour l'enquête. Alors, nous avons maintenant la première brique de notre histoire, mais c'est encore un peu vague. Une enquête, ça peut se passer partout. À la plage, dans l'espace, dans la grotte d'un dragon ou à l'école. Ah, c'est bien ça. Bonne idée ça, l'école. Ou encore plus précis que l'école, à la cantine. Voilà, notre histoire, ce sera une enquête à la cantine. Une enquête à la cantine. J'en salive déjà. J'imagine déjà une histoire de frites, de brocolis. Et du Camp Jérôme, ce n'est pas encore l'heure du goûter. Ah pardon, je crois que c'est mon estomac qui faisait une suspension temporaire de la crédulité. Il avait tellement envie de croire en ton univers là. Alors maintenant que nous avons décidé que notre histoire se passerait dans une cantine, nous pouvons passer à l'étape suivante. Et sais-tu de quoi il s'agit, Jérôme? Bah, évidemment, c'est le menu. Comment ça, le menu? Bah oui, si l'action se passe dans la cantine, t'as envie de savoir ce qu'il y a au menu. C'est pas si bête, c'est pas si bête. Le menu de la cantine, ça peut avoir son importance dans notre histoire. Mais ce n'est pas encore le moment de passer en cuisine. Ce dont nous avons besoin dans l'immédiat, c'est de un ou plusieurs héros. Bah oui, les héros, évidemment. Que serait une histoire, un conte, un mythe sans ces grands héros? Je pense à Achille l'Invincible, le merveilleux Harry Potter, l'incroyable Luffy ou l'étonnant Spider-Man. Oui, alors attention, parce que tu sais, Jérôme, un héros de fiction n'est pas forcément un super héros avec des pouvoirs extraordinaires. Ça peut aussi bien être un garçon ou une fille, comme toutes celles et ceux qui nous regardent, des jeunes gens tout à fait normaux, mais que nous allons mettre dans une situation qui, elle, sort de l'ordinaire. D'ailleurs, les héros d'une histoire ne sont pas systématiquement des humains. Oui, c'est vrai ça, il peut y avoir des héros animaux ou même végétaux. Oui, ou des créatures de l'espace. Oui, ou des fers à repasser. Ou des fers... T'es sûr de toi, là, Jérôme? Ouais, fers à repasser, je suis pas sûr. Mais enfin, des objets peuvent être des héros. Je pense à Toy Story ou Cars, par exemple. Tu as parfaitement raison. Vous l'avez compris, on peut tout s'autoriser dans l'écriture. Mais la règle numéro 1 pour avoir un bon héros, c'est d'en imaginer un auquel on puisse s'identifier. Il doit être, bien sûr, confronté à un mystère qu'il va tenter de résoudre, mais notre héros doit avoir des valeurs, il doit avoir des qualités, il doit avoir des défauts aussi, mais il ne doit surtout pas être parfait. On doit pouvoir s'identifier à lui. Et la chose la plus importante, c'est qu'il doit donner envie qu'on le suive dans sa mission. Ok. Alors Maxime, ok, là on voit à peu près le héros, mais moi j'ai l'impression que dans les histoires, il est rarement seul. Il a souvent des amis ou des compagnons qui vont l'aider dans sa quête. On voit que tu es un grand lecteur et que tu publies de très bons textes, Jérôme. Oui, c'est vrai. Et oui. Notre héros est en effet rarement solitaire. Il a souvent besoin d'un ou de plusieurs amis. Que serait Harry Potter sans Ron ou Hermione? Ou Astérix sans Obélix? Oui, et puis je suppose que là aussi, on n'est pas obligé d'avoir que des humains. Hein. Peut-être pas de faire à repasser, d'accord, mais je pense à Tintin et Milou, par exemple, un humain et un animal. On peut avoir des duos humains et animaux, il y en a beaucoup. En revanche, il y a une règle d'or dans les binômes. Une règle qu'il faut toujours respecter. Les deux personnages ne doivent surtout pas être pareils. Il faut qu'ils aient leurs différences, parce que comme ça, ils vont se compléter. Sinon, autant de raconter une histoire qu'avec un seul personnage. Ouais, je comprends. Je pense à Astérix et Obélix, quoi. Astérix est petit et malin, Obélix est costaud et un peu bêta, ils font la paire, quoi. Ah, j'aurais pas mieux dit pour conclure cette présentation. Du coup, Jérôme, je pense que c'est le moment de proposer à nos participantes et participants leur premier vote. Tu leur présentes nos candidats? Avec plaisir, Maxime. Les enfants, voici l'heure de votre premier vote. Je vais vous présenter 3 duos de héros. Vous allez avoir 30 secondes pour choisir celui dont vous voulez voir les aventures racontées par Maxime. Donc, pendant ces 30 secondes, vous, votre maître ou maîtresse, allez devoir choisir au sein de la classe, puis voter rapidement. Ça va aller assez vite, hein, donc il faut être prêt. Donc, vous êtes prêts? C'est parti. Alors, je vous présente d'abord Adèle et Arthur, 2 élèves de CM2 tout à fait ordinaires. Sauf qu'ils appartiennent au club des enquêteurs nulos. En fait, ce sont les seuls membres. Ils sont très motivés, très observateurs, surtout Arthur, et très malins, surtout Adèle. Nombre d'affaires résolues à ce jour, 0. Beaucoup moins ordinaire, voici Sborg et Glamuf. Ces 2 jeunes extraterrestres se sont déguisés en élèves humains. L'un est très gaffeur, l'autre est très curieux. Et enfin, voici Violette, une élève très sympathique.
Tout le monde l'aime bien, mais sa plus grande amie, celle qui l'accompagne partout, même en classe et même à la cantine, c'est Bernadette, sa poule domestique super intelligente. Alors ça y est, vous connaissez tous les candidats, Adèle et Arthur, Sborg et Glamuf, Violette et Bernadette. À vous de voter. Qu'est-ce que c'est excitant de voir se mettre en place une histoire sous nos yeux. Maxime, nos héros ont choisi nos amis, Qui sont nos héros qui aussi. sont nos héros tout du à jour, fait. effectivement, ont choisi leur duo de héros. Et il s'agit de, à 56%, je vous le donne en mille, Violette et Bernadette. C'est un excellent choix. Vous savez quoi? Je crois que j'aurais pris le même. Donc, résumons. Nous avons choisi où se passerait l'histoire, une cantine scolaire. Et nous avons maintenant notre duo de personnages, Violette et Bernadette. Bon, tout ceci, c'est très bien. Et maintenant, il faut qu'on choisisse ce qui va leur arriver. Quel bouleversement va les amener à devoir accomplir une mission? Attends, je sais. C'est pas ce qu'on appelle l'élément déclencheur? C'est ce petit grain de sable qui arrive dans la vie d'un personnage ordinaire ou pas, hein, mais dans sa vie ordinaire. Et ce grain de sable va tout dérégler et va l'obliger à partir à l'aventure, à mener une quête, à sauver quelqu'un. Oui, exactement. Sans élément déclencheur, l'histoire ne peut pas vraiment démarrer. Pour utiliser une image, c'est comme le coup d'envoi d'un match. Alors réfléchissons ensemble. Nos amis ici présents ont décidé que nos personnages seraient Violette et Bernadette. Du coup, que peut-on bien imaginer comme élément déclencheur qui leur correspondrait? Alors, voyons voir. Ah, j'ai une idée. Bon, imagine, l'espace, un astéroïde géant qui déboule à fond la caisse sur la Terre et qui menace la planète. Du calme, Jérôme, du calme. Tu as une imagination débordante et on voit que tu aimes les sciences. Et ton idée, elle n'est pas mauvaise. D'ailleurs, si je puis me permettre, ça ferait même un super film. Ah, c'est gentil. Mais le souci, c'est qu'un élément déclencheur doit forcément être en rapport avec le lieu de la situation initiale, tu comprends? Ouais. Et je vois pas trop le rapport, personnellement, entre une cantine scolaire et une météorite géante qui menace la planète. Ouais, je comprends. C'est un peu comme si, je sais pas, on imaginait Anatole Latuile poursuivi par un tyrannosaure. Quoi. Voilà, Ce serait c'est deux univers. Excellente image. ouais. Alors, je n'aurais pas trouvé mieux. Et alors, voyons voir, réfléchissons. Une histoire qui se passerait dans une cantine avec Violette et Bernadette. Est-ce que, voyons voir, elle a une poule. Est-ce qu'on pourrait imaginer une affaire où les poules domestiques dans le quartier commençaient à disparaître? Et forcément, Violette, elle commence à s'inquiéter pour sa poule. C'est une super idée, ça, super. Alors, maintenant qu'on a l'élément déclencheur, nous avons presque tout ce qu'il faut pour commencer à écrire notre histoire enfin. Attends, presque. Pourquoi Enfin, on a déjà le lieu, le genre, les héros. Il manque encore des choses? Je dirais plutôt qu'il manque quelqu'un. Quelqu'un, bah, on a déjà deux héros quand même, Bernadette et Violette. Oui, mais justement, on a des héros gentils. Et qui dit héros gentil dit... Méchant. Ben oui. Ah, évidemment. Et, Alors, une aventure Hmm. sans un bon gros Ouais, méchant ouais. ou une bonne grosse méchante, Ouais. c'est comme des frites sans mayonnaise. Hmm. Ou alors une journée à l'école ou au collège sans cours de français. Ah, c'est moins bien. Non, c'est moins bien. C'est toujours possible, mais c'est nettement moins bien. Alors, d'ailleurs, tu connais certainement le grand cinéaste Alfred Hitchcock qui a dit « Meilleur est le méchant, meilleur est le film ». Il nous faut donc un méchant qui va mettre des bâtons dans les roues de nos personnages. Ok, bah alors, qu'est-ce que c'est un bon méchant? Je vais te donner la recette. Un bon méchant, c'est à la fois un personnage qu'on a envie de détester, parce qu'il représente tout ce qu'il y a de pire. Mais en même temps, il faut qu'on puisse comprendre
pourquoi il est devenu méchant. C'est un peu toujours excitant d'être dans la tête d'un méchant. L'idée, elle n'est pas d'excuser ses agissements de méchant. L'idée, elle est plutôt d'expliquer pourquoi c'est devenu un méchant ou une méchante. D'accord, donc il ne faut pas qu'il soit parfaitement méchant, quoi. C'est comme Dark Vador dans Star Wars, par exemple. Personne peut pardonner ce qu'il fait, il tue des gens, il sert le mal, etc. Mais en même temps, les scénaristes ont été amenés à raconter comment il était devenu comme ça. Donc il ne s'agit pas de l'excuser, mais on comprend en fait son histoire qui l'a amené à devenir méchant. En fait. On l'explique. Bon, écoute, tu sais quoi, Maxime? Comme ce sont nos amis ici présents qui ont choisi les héros, ça me semble assez naturel qu'ils choisissent également le méchant. Excellente idée. Alors, vous savez tous et toutes ce qu'il vous reste à faire. Voici l'heure venue de votre deuxième vote. Cette fois, nous allons vous proposer 2 méchants, entre lesquels vous allez devoir choisir. C'est eux qui seront confrontés à Violette et Bernadette. Donc, vous avez encore une fois 30 secondes pour agir, pour voter au sein de vos classes et pour que vos maîtres et maîtresses votent sur l'ordinateur. Vous êtes prêts? Alors, on va présenter les méchants. C'est parti. Oui. Alors, voici le premier. Effectivement, on va présenter le premier méchant qui se nomme Tom. C'est un élève très impressionnant. Pardon, non, n'importe quoi. Il n'a pas. C'est Tom le cuistot, en fait. Ouais, c'est Tom le cuistot, voilà. Il est seulement connu sous ce nom, en fait, auprès des élèves. Il participe chaque année aux championnats départementaux de nuggets de poulet. Et il est prêt à tout pour enfin gagner, comme enlever la poule de Violette. Le méchant numéro 2, lui, tombe sous le sens. Qui dit poule, dit renard, évidemment. Donc, un renard, attention, un renard fourbe, déguisé en gentil toutou. Et vous l'aurez deviné, ce que veut le renard, c'est boulotter la poule. Très bien, vous connaissez les 2 méchants. À vous de voter pour votre préféré. Le choix a été fait. Vous avez donc choisi à une large majorité le cuistot. Qu'en penses-tu, Maxime? Franchement, Ah oui, franchement, on peut tous dire à ce niveau. moi je trouve que c'est génial. Et cette fois, nous avons enfin tous les éléments pour démarrer une histoire. Je résume. Nous avons le genre, Une enquête. le lieu, La cantine de l'école. les héros. Nous avons Violette et sa poule Bernadette. Nous avons une compétition de nuggets peut-être pour l'élément déclencheur. En effet, Et donc les méchants. le méchant, c'est ce fameux cuistot. Voilà. Donc on peut commencer. Voilà, donc, mais on peut commencer, d'accord, Maxime. Mais en fait, le travail en réalité d'écriture d'un roman, il ne fait que commencer. Là, il faut des mois et des mois pour écrire un vrai roman. Oui, tout à fait, Jérôme. Ces premières briques que nous venons de voir ensemble, elles sont très importantes, bien sûr. C'est un peu comme les fondations d'une maison. Elles sont indispensables pour commencer les travaux. Si on n'a pas de bonnes fondations, tout s'écroule après. Mais elles ne suffisent pas. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est bâtir les murs, construire un toit. L'élément déclencheur, par exemple, permet de mettre en action les héros. Mais à partir de là, il va falloir imaginer, inventer des rebondissements, des scènes d'action, de l'humour, de l'émotion. Et puis des personnages secondaires aussi. C'est très important, les personnages secondaires qui vont interagir avec nos héros. Et avec les méchants aussi, j'imagine. Avec nos méchants, bien D'accord. entendu. Bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir écrire l'histoire
entièrement en direct avec vous, vous vous en doutez, surtout parce que c'est bientôt l'heure de la récré pour vous peut-être. C'est vrai ça, vous allez bientôt le goûter. Alors, laissez-moi vous donner un dernier petit conseil. Ouais. Au moment d'écrire votre histoire. La prochaine fois que vous allez à la cantine, observez bien tout ce qui s'y passe. Vous observez les cuistots, vous observez le personnel, vous observez vos copains, les plats qu'on vous sert. Tenez, la forme et la couleur des petits pois pourraient donner lieu à une histoire. Donc regardez comment se comportent les autres enfants, notez les scènes rigolotes. Tout ce que vous observerez dans la vie, dans la vraie vie, pourra nourrir votre histoire. C'est un aspect sympa du métier de l'écrivain. On passe beaucoup de temps à observer le monde autour de nous. J'ai coutume de dire qu'un écrivain, c'est un peu un voleur, un vampire qui vient un peu voler les vies des autres. D'accord, tout de suite, j'ai un peu plus peur là, mais bon. En tout cas, c'est hyper intéressant ça, Maxime. Et puis, ça pourra vous servir, les enfants. Gardez bien ces conseils en tête, parce qu'on finira pas cette histoire avec vous, mais on compte bien sur vous pour la poursuivre. Et on vous propose d'ailleurs de la continuer dans le cadre du feuilleton des Incos, par exemple. Tu veux nous en parler, Maxime? Avec grand plaisir. Alors, le feuilleton des Incos, c'est une opération qui a lieu tous les ans et qui s'adresse aussi bien aux classes de primaire, de collège et qui va jusqu'en seconde. Le principe en est simple. Des classes vont correspondre avec un auteur ou une autrice professionnelle qui va commencer par leur offrir les premiers chapitres d'une histoire. Et ensemble, ils vont instaurer une correspondance dans laquelle les élèves vont donner leur avis, vont faire des suggestions, des hypothèses, des fois vont critiquer aussi, parce que ce sont nos premiers lecteurs et il faut écouter leurs critiques. Et ensemble, ils construisent une histoire complète et qui, il faut quand même le signaler, donne parfois, souvent lieu même à une publication par la suite. Ah, c'est une super opération. À J'aime lire Max, en tout cas, on est fan. Quand vous aurez écrit le début de votre histoire, vraiment, n'hésitez pas à l'envoyer au feuilleton des Incos. Pour vous aider, vous recevrez aussi, vos maîtres et maîtresses vont recevoir des fiches pédagogiques avec ce webinaire qui reprendront ces éléments, le héros, le genre, etc., qui vous aideront un petit peu à avoir ces repères. Et puis, on vous a concocté un petit quelque chose, un petit cadeau en plus pour vous encourager. C'est la couverture de votre futur chef-d'œuvre. La voici. Donc voilà, c'est pas mal, hein, franchement, c'est un bon début. Hein. Très engageant. Donc nous allons maintenant passer à la seconde partie de ce webinaire, durant laquelle Maxime va répondre à vos questions. Avec plaisir, Jérôme, mais est-ce que tu ne nous avais pas parlé d'une petite surprise avant ? Tu as raison, Maxime. C'est vrai, il y a une petite surprise, et avant celle-ci d'ailleurs, avant de vous la dévoiler, j'aimerais te poser une question, Maxime. C'est quoi le quotidien d'un écrivain ? Tu sais, le quotidien d'un écrivain, c'est surtout une vie de rigueur, de discipline. Par exemple, sais-tu que je me lève tous les matins à 5 heures ? Incroyable. Oui, j'écris quelques heures, je prends un petit déjeuner très frugal, une salade, quelques légumes. Ensuite, je me remets à écrire jusqu'au soir et parfois jusque tard dans la nuit. Tu sais, parfois, j'ai un peu l'impression d'être un moine. Ouais, c'est incroyable, c'est presque un super-héros même. En tout cas, écoute, justement, les journalistes de J'aime lire Max ont réussi à mettre la main sur un document exclusif qui lève le voile sur ton quotidien d'écrivain. Ah bon ? Ouais, écoute, je ne l'ai pas vu personnellement, je vais le découvrir avec toi et puis avec vous, les enfants. Ça s'appelle « Une journée ordinaire dans la vie d'un écrivain ». Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous recevoir chez moi pour vous montrer ce qu'est la journée d'un écrivain, en tout cas une journée à moi. J'écris tous les jours de 7h à 11h et de 13h à 16h. Et pour être efficace et pour être régulier, j'observe des règles auxquelles je déroge jamais. Suivez-moi, c'est parti pour la visite. Bienvenue dans mon bureau. C'est ici que je m'assois tous les matins à partir de 7h pour une longue journée d'écriture. Vous avez ici le plan du prochain CELU24 à sortir cette année. Et comme vous le constatez, comme j'écris beaucoup, la clé, c'est l'organisation. Ok, super, mais du coup, ça s'est organisé ? Non, monte pas ça. L'un des risques quand on travaille à la maison, c'est d'être distrait. C'est pourquoi il vous faut avoir une volonté à toute épreuve. Vous ne devez absolument pas vous laisser distraire par quelque tentation que ce soit. Vous devez rester à votre bureau et travailler non-stop sans vous laisser distraire par tout ce qui est autour. Allez. Ouais. Non. Allez. Stop. Non. Ouais, prends une petite, après je m'y remets. Une dernière. Bah,
Papa, il est 15 heures. Faut que t'ailles travailler. Papa? Ce qui est très important, surtout quand on écrit pour la jeunesse, c'est de garder son âme d'enfant, c'est de croire en ce que vous racontez et garder votre enthousiasme, garder votre joie. Il faut que vous soyez content d'écrire et heureux de ce que vous faites. Ah, qu'est-ce qui va pas? Mais c'est pas bon. J'écris pas bien, c'est nul, c'est une bouse, c'est... Je suis pas fait pour ce métier, c'est... Non, mais prends Groom, ça va aller mieux. Allez. Oh. Une chose très importante, quand on reste pendant des heures à son bureau pour écrire, le danger, c'est de rester sédentaire. C'est pourquoi je conseille, quand on écrit, de pratiquer une activité sportive régulière et de manger le plus sainement possible, car l'un des ennemis de l'écrivain, c'est bien entendu la sédentarité. Oh, 68. Oh, 69. Oh, 70. Oh. Bonne petite séance, ça. Voilà, c'est la fin de cette visite. Alors, évidemment, vous avez pu vous en rendre compte, j'ai fait preuve de beaucoup d'humour et d'autodérision. C'est très important quand on écrit, et surtout quand on fait de la littérature jeunesse. Faut pas se prendre trop au sérieux. On fait un métier formidable qui consiste à vous raconter des histoires pleines d'aventures, de mystères et d'humour. Donc, je n'allais pas me prendre non plus trop au sérieux. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est écrivain, il faut être le plus discipliné et le plus régulier possible. Et c'est un peu le message que j'ai voulu vous faire passer. J'espère que cette petite visite vous a plu et je vous dis à très bientôt. Une vie de rigueur et de discipline, hein? Disons que la réalité se trouve peut-être entre les deux, Jérôme. Bon, en tout cas, on peut te remercier toi pour ton humour et ton fils d'avoir tourné ce document, hein. Enfin, après cette petite aparté qui, on l'espère, vous a bien plu, on va passer à autre chose qui va être très sympa, les questions, vos questions à Maxime. Nous avons une première question de l'école de Bouillé-Cours d'Eau. C'est une classe de CM1, CM2 qui actuellement lit Cellule 24. La question est la suivante. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire des histoires pour enfants ? Alors j'ai choisi d'écrire des histoires des enfants parce que j'en avais assez de voir mon fils, justement dont tu viens de parler, qui lisait toujours des histoires pour enfants alors que moi j'écrivais des histoires pour adultes. Et un jour il m'a dit: quand est-ce que tu vas enfin écrire de vraies histoires intéressantes? Donc forcément je me suis senti obligé de lui écrire une première histoire et partant de là le virus m'a rattrapé et j'ai découvert le plaisir d'écrire pour la jeunesse. Donc tu as commencé à écrire en fait pour un enfant que tu connaissais finalement, un peu comme Tolkien et le Seigneur des Anneaux, hein, et puis et finalement après tu t'es mis à écrire pour d'autres enfants. Tu continues à écrire pour lui ou Alors maintenant il a 18 ans, donc c'est plus tout à fait un enfant, mais il continue à lire ce que je fais et ça me fait plaisir. D'accord. Une deuxième question de Strasbourg, d'une classe de CM1, de Lettre Johanna. Comment vous décidez-vous si vous avez plusieurs idées pour la fin d'une histoire ? Alors, c'est très simple, je ne commence pas à écrire une histoire si je ne connais pas la fin. Je suis incapable d'écrire, surtout que j'écris pas mal de récits d'enquête. Oui, donc dans les romans policiers, si on ne connaît pas le coupable dès le début quand on l'écrit, j'imagine que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors j'en connais qui le font, mais moi j'en suis incapable. Et donc finalement je n'ai pas plusieurs fins puisque je ne commence à écrire que lorsque je connais la fin. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des surprises, qu'il n'y aura pas des changements bien évidemment en cours d'écriture. C'est ce qui fait le charme de l'écriture. Mais je ne commence jamais à écrire si je ne sais pas où je dois aller. Donc tu veux dire que tu peux avoir un début, quand tu commences à écrire, tu peux avoir le tout début, la toute fin, mais au milieu ça reste encore un petit peu plus flou? Oui, c'est souvent d'ailleurs très flou le milieu, hein, mais on dit souvent il faut soigner l'entrée, il faut soigner la sortie. Et au milieu, ma foi, on fait ce qu'on peut. D'accord. On a une question de Karine, professeure de lettres au collège Jean-Bertin à Saint-Georges-sur-Baulge. Est-ce que vous écriviez déjà quand vous étiez petit ? Absolument pas. C'est-à-dire que je n'étais pas ce genre d'écrivain qui se cachait sous la couette la nuit avec une lampe torche pour remplir des carnets d'histoires invraisemblables. Non, je n'écrivais pas. En revanche, j'étais un très grand lecteur. Je passais mon temps à lire et je pense que toutes ces histoires que j'ai lues ou qu'on m'a racontées sont restées en moi, ont infusé et sont ressorties au moment de l'écriture. D'accord. Alors ça a été quoi le déclic ? Quand est-ce que tu es passé de lecteur à écrivain ?
C'est un pari avec un copain. D'accord. Oui, j'écrivais des articles dans un petit journal et ce copain m'a dit un jour, il devait sentir que j'avais du potentiel pour écrire autre chose que des articles et il m'a fait un cap pas cap. T'es pas cap d'écrire une histoire en entier. Alors nos amis le savent bien, un garçon quand on fait un cap pas cap, il est incapable de ne pas se précipiter dans le panneau. Et donc j'ai dit, tu vas voir si je suis pas capable d'écrire une histoire. Ça m'a pris du temps et pour mon plus grand bonheur ou malheur, je ne sais pas, mais cette histoire a été publiée. Direct. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. Ok. Une autre question de Virginie Coulon, enseignante en CM2 de l'école de Valérie à Grenoble. Est-ce compliqué de trouver un titre à son œuvre ? Alors, c'est pas compliqué du tout dans la mesure où quelqu'un d'autre s'en occupe pour vous la plupart du temps. C'est-à-dire que l'auteur va proposer un titre à son histoire, va soumettre l'histoire et le titre à son éditrice ou à son éditeur qui, inévitablement, va lui dire « ton histoire, elle est top, mais ton titre, il est un peu claqué. » Et donc, parce que l'éditeur va dire « oui, mais il vaut mieux prendre ce titre-là, ça marche mieux, en librairie, ça va davantage intéresser les lecteurs, etc. » Donc, des fois, ça m'arrive, mais il arrive aussi très souvent que le titre que j'ai choisi initialement ne soit pas retenu. Alors là, je plaide coupable. C'est vrai que les romans qu'on publie dans le magazine, dans nos magazines, J'aime lire ou J'aime lire Max, l'auteur réalise le roman, mais la couverture, c'est un peu la chasse gardée du magazine. On pense l'illustration et on pense le titre pour que la couverture claque, quoi. Eh oui, chacun son métier. On a une question d'élève de 6e du collège Jules Verne à Provins. Avez-vous déjà fait ou avez-vous le projet d'écrire un manga ? Alors, comme Jérôme l'a laissé entendre dans la présentation, je suis un fan de bande dessinée, notamment de bande dessinée de super-héros, mais bizarrement, je ne lis jamais de manga. Je suis désolé, c'est un genre que je ne connais pas, que je n'apprécie pas plus que ça. Or, vous savez, quand on se lance dans l'écriture d'un projet, il faut en maîtriser un petit peu les codes. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec quand on se lance dans un univers, il faut connaître les références. Ne lisant jamais de manga et ne regardant jamais d'animé ni de manga à la télé, je ne m'aventurerai pas à écrire un manga, je n'ai pas l'âme d'un mangaka. D'accord. Alors, comme tu es fan de comics, par exemple, de super-héros, est-ce que écrire une BD de super-héros ou un film Marvel, par exemple, c'est le genre de choses qui te plairait? Est-ce que passer du roman à la BD, c'est quelque chose qui peut se faire naturellement? Les producteurs ont mon numéro. Non, alors blague à part, je suis très content parce que justement, je fais du scénario de bande dessinée depuis maintenant 2-3 ans. C'est une activité qui commence à prendre de plus en plus de place. Et à la question qu'on n'a pas encore posée, quelle est la différence entre écrire un scénario de bande dessinée ou écrire un roman? C'est beaucoup plus reposant d'écrire un scénario de bande dessinée puisque vous dites à votre dessinateur, fais-moi une bataille intersidérale. D'accord. Puis après, vous allez faire des pompes. T'as pas besoin de la décrire. Je n'ai pas besoin de la décrire, c'est le dessinateur qui s'en occupe. Ok, très bien. Une autre question de CE2 de Nelly De Santi à Aloche. Comment avez-vous appris à écrire des livres ? Alors, je pense qu'en France, il n'existe pas encore de vrai cursus pour devenir écrivain, même si ça existe dans certains autres pays. On me pose souvent la question. La vraie école d'apprentissage pour raconter une histoire, c'est d'être quelqu'un de curieux, c'est d'être un lecteur ou une lectrice. Je ne conçois pas qu'on écrive des livres ou qu'on veuille raconter des histoires si soi-même, on n'est pas amateur ou amatrice d'histoire. Donc la règle numéro 1 pour être un écrivain, c'est qu'il faut être un lecteur. Oui, et puis tu as cette idée de curiosité, tu en parlais tout à l'heure. Alors, lecteur, tu es curieux de la façon dont sont fabriqués les livres, fabriquées les histoires écrites, mais tu as aussi cette idée de curiosité, d'aller voir le monde, d'aller choper des petits éléments chez des gens que tu côtoies, etc. Que je côtoie, oui. Alors, je vais vous donner une petite anecdote, parce qu'on parlait tout à l'heure du feuilleton des Incos. J'ai eu la chance de participer à une première fois au feuilleton des Incos, et mon point de départ, c'était une histoire avec une statue d'Homère, Homère le poète grec, même pas Homer Simpson, on est bien d'accord. Et il se trouve que j'étais allé quelques semaines plus tôt voir une expo au Louvre, qui était consacrée à Homère. Et j'ai vu cette statue d'Homère à l'entrée de la salle du Louvre, et je me suis imaginé que cette statue commençait à me parler. Et je me suis dit, tiens, ça ferait le début d'une histoire, et ben ça a donné lieu à un feuilleton des Incos. D'accord, incroyable. Une question d'une classe de 6e 3 de Clermont-Ferrand. Quels conseils nous donneriez-vous pour écrire nos rédactions ? Pour écrire des rédactions. Alors déjà, sachez que je ne vais pas les écrire à votre place. Alors déjà, vous n'allez pas sur ChatGPT, ça c'est interdit pour écrire une rédaction.
Bon, ça, on ne le fait Tout pas. à fait. Non, allez, soyons sérieux. Pour écrire une rédaction, le seul conseil que j'ai à donner, c'est de passer par l'étape du brouillon. Je sais que très souvent, vos enseignants, vos maîtres ou maîtresses vous disent qu'il faut faire un brouillon avant d'attaquer un travail de rédaction. Alors, ça vous paraît des fois un peu long, un peu ennuyeux, j'ai pas envie de faire un brouillon, j'ai envie de raconter mon histoire directement. Sachez que tous les écrivains passent par la phase brouillon, ce qu'on appelle, nous, la version 1 ou le premier jet. Très très important parce que vos idées vont sortir naturellement, elles vont sortir comme ça, et il faut qu'elles sortent. Et une fois que vous les avez mises sur votre brouillon, à ce moment-là, vous classez vos idées, vous en gardez, vous en enlevez, puis vous commencez à écrire. Mais le seul conseil que j'ai à donner pour faire des rédactions, c'est d'être patient et de ne pas vouloir que votre premier texte soit le bon, parce que ce n'est jamais le meilleur. Oui, parce que c'est rédaction comme roman, il y a cette idée de mettre à contribution son cerveau pour qu'il sorte des idées finalement, et c'est pas totalement les mêmes circuits que pour réordonner tout ça, quoi. Donc c'est pas mal de le faire en 2, 3, 4 temps même, peut-être pas pour vos rédactions, mais en tout cas pour un roman, j'imagine qu'il faut revenir régulièrement pour affiner plein de réglages de cette manière-là. C'est comme si on te demandait, Jérôme, de faire un triple salto sans t'entraîner avant, sans chuter de temps en temps, etc. C'est pas possible, il faut s'entraîner d'abord. Et donc l'écriture, c'est un sport. L'écriture est une activité qui nécessite beaucoup d'entraînement. Ok. Alors on prend des questions en direct. La classe de Béatrice Banaczac vous demande comment faire pour choisir les personnages, les lieux et les actions. Oh là, alors là, c'est une grande question. Comment faire pour choisir? Alors, il ne faut pas chercher à être original à tout prix. C'est-à-dire, ne cherchez pas forcément à imaginer des endroits qui n'ont jamais été utilisés ou des personnages qui n'ont jamais été décrits. Je pense que ça va être très, très difficile, vu qu'en littérature, on a à peu près tout décrit. Inversement, l'exemple de la cantine, là, si je te suis, c'est prendre un lieu qui nous est extrêmement familier, finalement, ça peut faire le job. Tout à fait. Pour les lieux, je pense qu'il y a 2 écoles. Ou bien vous inventez un lieu de toute pièce, c'est Poudlard, c'est Tolkien, c'est toutes ces histoires en fantasy. Ou alors, au contraire, vous allez vous concentrer dans un lieu que tout le monde peut connaître, ou en tout cas le maximum de personnes puissent connaître, de manière à ce que vos lecteurs et vos lectrices s'y retrouvent immédiatement. Si Cellule 24, par exemple, se passe dans un collège, ça n'est pas pour rien. Quant aux personnages, c'est pareil. Ne choisissez pas des personnages qui sortent beaucoup trop de l'ordinaire. Vos lecteurs ne pourront pas s'identifier. Or, la règle d'or dans la littérature jeunesse, c'est que la lectrice et le lecteur puissent s'identifier aux personnages. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Jérôme, des personnages avec des failles, avec des qualités, bien sûr, mais également avec des petits défauts, des personnages un peu timides, des personnages qui nous correspondent. Oui, qui soient réels, qui soient Absolument. pas parfaits. Oui. Une question, faut-il faire des illustrations? J'ai envie de te laisser répondre, là, Jérôme, là, sur les illustrations, vu que je dessine comme un pingouin avec un crayon. Donc Alors, je dessine également comme un pingouin. On pourrait faire un concours de dessin de pingouins, par des pingouins. Moi, je peux vous parler de J'aime lire et J'aime lire Max, par exemple, où les romans que l'on publie sont abondamment illustrés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est 2 personnes différentes qui écrivent et qui illustrent. Et la plupart du temps, ils ne se connaissent pas. Lorsque le romancier envoie son texte, il ignore qui l'illustrera. Et c'est à la rédaction, on a des gens qui sont des graphistes, des directeurs artistiques, etc., qui voient selon la teneur du texte, son ambiance, etc. Ils ont une grande culture des dessinateurs et ils contactent un dessinateur qui leur semblerait approprié à l'ambiance. Par exemple, une ambiance un peu historique ou un peu rigolote. Voilà. Donc en fait, a priori, les écrivains, corrige-moi si je me trompe, mais n'ont pas à dessiner en fait. C'est vraiment un métier très différent. Oui, en fait, il y a quelques artistes complets qui arrivent à illustrer leur propre texte, mais ce sont vraiment 2 activités différentes. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Une autre question de Florian, qui est en CM2, qui vous demande combien de temps prenez-vous pour créer une histoire? Alors, une histoire me prend entre, on va dire, 3 à 6 mois. Bien évidemment, ça dépend de la longueur que je veux donner au roman, mais il y a toute la phase avec toutes ces briques dont on a parlé tout à l'heure. Il faut être sûr que les briques soient solides, il faut que les fondations soient bonnes. Donc, entre le moment où je commence à construire mon histoire, que je crée ce qu'on appelle le synopsis, c'est-à-dire je vais construire mon histoire sur une page, un début, un milieu, une fin, vraiment les grands axes.
Puis il y a beaucoup d'échanges avec l'éditeur ou l'éditrice aussi qui va nous aider, qui va nous dire non, tu devrais plutôt faire ceci, faire cela. Donc si on met tout bout à bout, le temps d'élaboration du scénario, le temps de l'écriture, le temps de la relecture, le temps de la relecture, c'est très très long. Il me faut à peu près entre 3 et 6 mois pour écrire un livre jeunesse. D'accord. Alors moi, ça m'évoque une autre question. Est-ce que tu écris un livre puis un autre, ou est-ce que tu as des projets comme ça qui se superposent un petit peu? Ah, c'est mon problème, c'est l'un de mes nombreux défauts, Jérôme, c'est que j'ai souvent 2 voire 3 livres en même temps. Alors, c'est pas toujours évident. Alors, j'alterne avec des scénarios aussi. Comme je disais tout à l'heure, le scénario, ce n'est pas pareil. Donc, De bande dessinée. le scénario de bande dessinée me permet un peu de m'aérer un peu. Mais il m'arrive d'écrire 2 livres en même temps, ce qui est le cas au moment où je te parle. Mais je m'arrange toujours pour que les 2 livres que je suis en train d'écrire ne se ressemblent pas trop. Oui. Parce que inévitablement, si j'écris 2 histoires avec des adolescents qui vont être comme des adolescents espions en train d'enquêter, etc., mes personnages vont être interchangeables, les scènes vont se ressembler, les voix de mes personnages ne seront pas les mêmes. Donc, je m'autorise à écrire 2 livres en même temps, mais jamais 2 livres qui se ressemblent. D'accord, ok. Qu'ils ne puissent pas se mélanger, en fait. Ah bah oui, non, sinon, sinon je vais changer les prénoms des personnages d'un livre à l'autre et ça va être un sacré bazar. Justement, à propos de vos livres, y a-t-il des histoires publiées que vous changeriez aujourd'hui? Mais toutes J'aime beaucoup cette question parce que figurez-vous que je suis ce qu'on appelle un éternel insatisfait. Je ne suis jamais content de ce que je fais, ou en tout cas pas suffisamment. Et donc, chaque fois qu'on me demande, par exemple, quand je fais une intervention dans un collège ou dans une classe, on me demande des fois de lire des extraits de mes romans. Et c'est pour moi une torture. Ouais, J'ai les stylos rouges à la place des yeux, et pendant que j'essaie de faire croire aux élèves que mon bouquin est formidable, je ne vois que ce que j'aurais dû écrire différemment. D'accord. Donc, oui. Après, les histoires elles-mêmes, j'ai pas envie de les changer. C'est davantage l'écriture. Est-ce que c'est ton passé de prof de français qui ressurgit? Tu vois un texte? Peut-être. Je suis pas tout à fait débarrassé de mon ancienne peau de professeur. Alors, une autre question de Juliette, qui est dans la classe de Élise Vergne. Écrivez-vous des histoires vraies? Toutes mes histoires sont vraies. Je ne comprends pas cette question. Non, bien sûr, j'écris des histoires vraies aussi. Alors, pour être honnête, les histoires vraies que j'écris sont plutôt réservées à un public d'adultes, un public de grands, puisque ce sont des récits, peut-être des récits historiques ou des récits policiers des fois, mais qui s'inspirent d'affaires qui ont vraiment existé. Heureusement, jeunesse, je m'autorise, et c'est ça qui est super quand on écrit pour la jeunesse, c'est de pouvoir s'autoriser ce qu'on veut. C'est cette grosse définition que nous avons sortie tout à l'heure sur le fait de un jeune lecteur, va accepter le fait de croire à des choses qui n'existent pas. Ouais, et par exemple, tu veux dire que, tu me rassures quand même, les espions de Cellule 24, ils existent? Bien sûr, mais d'accord. on ne peut pas donner leur nom. Je suis sûr que parmi nos 20 000 suiveurs, je pense que certains ont été ou pourraient être recrutés dans la Cellule 24. D'ailleurs, je suis passé un entretien d'embauche juste après. Et ils nous suivent incognito, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Une autre question. Avez-vous déjà abandonné une histoire? Je vais réfléchir. Est-ce que j'ai déjà abandonné une histoire? Non, j'ai cette chance. Alors, j'ai abandonné des projets. C'est-à-dire que, vous savez, on n'écrit pas une histoire comme ça. D'abord, on en parle à son éditeur ou à son éditrice. On lui dit, voilà, j'aimerais raconter l'histoire d'adolescents espions ou d'adolescents qui repartent dans la mythologie, peu importe. Et donc, l'éditeur va vous dire oui ou non. Il va vous demander de travailler un petit peu sur le projet. Et donc, vous allez lui faire une page ou 2. Voilà. Donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir des projets qui n'ont pas abouti. On s'est dit avec l'éditeur, non, ça sert à rien, ça marche. Ouais. Mais je ne me suis jamais lancé dans un texte que je n'ai pas fini. J'ai cette chance. Impressionnant. Oh, j'ai de la chance. Une question de Véronique Druot. Avez-vous des thèmes favoris? Ah, les thèmes favoris, oui. Évidemment, les récits d'aventure, les enquêtes, la mythologie, les super-héros, un peu d'histoire. J'aime bien les récits historiques également. En revanche, je sais qu'il y a des thèmes que je n'aborderai jamais parce que ce sont des genres que je ne lis pas.
Et donc, si je ne les lis pas, je n'en maîtrise pas les codes. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les mangas, par exemple. Donc, vous me verrez rarement. Je pense que vous ne me verrez jamais écrire, par exemple, une histoire de science-fiction. Oui, ce que j'avais cru Ou comprendre. une histoire de fantasy. Ou alors, il faut que l'éditeur mette un très très gros chèque. Ouais, parce que sur mon la histoire table. d'astéroïde géant, je trouvais que c'était une bonne idée. Oui, quand c'était même, hein. c'était une bonne idée, mais tu vois, je n'ai pas la dimension, je n'ai pas le profil scientifique qui me permettrait de donner un peu de dimension réaliste à ton histoire, qui est très bonne d'ailleurs. Une autre question, est-ce que vos enfants aiment écrire? Non. Alors, peut-être le dernier à un moment donné, mais maintenant, mes enfants sont grands, vous savez, mes enfants sont adultes. Et donc, non, ils ont une faculté à l'imaginaire, je pense comme tous les jeunes, hein, bien sûr, mais je pense que je vais rester pour l'instant le seul écrivain de la famille. Et tu étais d'ailleurs, es-tu né dans une famille d'écrivains Non, dans une famille de profs. Ah, d'accord. Donc, voilà, mais bon, mon papa était professeur de français, et donc j'aime autant vous dire que des livres à la maison, il y en avait quelques centaines. Une question d'Amandine Dielot. Est-ce que votre métier de professeur de français vous manque? Alors, est-ce que mon métier de professeur de français me manque? Mais il me manque plus. Il me manque plus parce que grâce à l'écriture jeunesse et à des rencontres comme celles que nous avons aujourd'hui, d'accord, est une rencontre virtuelle, mais j'ai l'habitude de rencontrer beaucoup d'élèves. Et donc, j'ai les avantages du prof de français, du prof, c'est-à-dire que je vais à la rencontre des élèves, ça se passe toujours très bien, on échange, c'est vraiment des échanges très constructifs. Donc ça, c'est cool. Donc, je reste un petit peu jeune dans ma tête, comme ça, aller à votre rencontre. Mais je n'en ai plus les inconvénients. C'est-à-dire que je n'ai plus pronotes à remplir, je n'ai plus les bulletins, je n'ai plus les conseils de classe, les salles des profs, les machines à café, les bourrages papier dans l'imprimante. Tout ça, j'ai plus. Et, ah oui, donc effectivement, c'est une sorte de monde tu as réussi à rester en contact avec tes lecteurs. Ça rappelle un peu ce que tu racontais sur le fait d'avoir commencé à écrire pour un enfant, ton enfant. C'est un des trucs qui sont formidables, nous aussi dans les magazines finalement, c'est d'aller à la rencontre des lecteurs régulièrement. On sait pour qui on le fait en fait. Hein. Ça c'est vraiment un truc un peu essentiel dans le travail de l'écrivain. On parlait d'écrire, faire des brouillons, etc., être tout seul dans sa cellule de moine, mais il y a aussi cette idée d'aller à la rencontre des lecteurs pour toujours garder ce fluide avec eux. Absolument. Et d'ailleurs, je reviens très rapidement sur l'opération du feuilleton des Incos, parce que quelque chose qui m'a frappé, c'est que quand vous envoyez vos chapitres, quand on vous envoie nos chapitres, il n'y a pas un éditeur ou une éditrice derrière qui va vous dire « Alors attention, ça c'est ceci, ça c'est cela ». Les lecteurs, nos jeunes lecteurs ici présents, sont sans filtre. C'est-à-dire, ils aiment, ils vous le disent. Et là, vous êtes champion du monde. Mais si vous n'étiez pas en forme quand vous avez écrit votre chapitre, si vous êtes trompé dans les prénoms des personnages, petit clin d'œil à ceux qui me suivent de cette année, ou si simplement votre chapitre n'est pas bon, ils vont vous le dire. D'accord. Et vous les écoutez, parce que c'est eux qui ont raison. Le temps passe vite, on va prendre la dernière question. Est-ce que vous pourriez publier l'histoire qu'on a commencée ensemble aujourd'hui ? Alors, il faudrait l'écrire déjà, mais ce serait formidable. On pourrait trouver un moyen, déjà avec le feuilleton des Incos, clairement. Et puis à Bayard Jeunesse, on trouvera forcément une solution pour la publier si elle est achevée. Ça pourrait être sur nos réseaux, sur Bayam, ou ce genre de choses. Je crois que c'était la dernière question. On va devoir se quitter. C'était bien, hein ? C'est super chouette. On espère que vous avez trouvé ça bien. On tenait à vous remercier, à remercier tout le monde. Et on vous dit bonne écriture. Mais oui, on attend vos rédactions avec impatience. Et puis à bientôt. À bientôt.